Bonjour, soyez les bienvenus. Nous vous proposons de partager des points de vue issus d'expériences et de contextes différents afin d'inspirer, nous l'espérons, notre réflexion et notre pratique. Nous explorerons aujourd'hui l'autorité, sans tenter d'être exhaustif, ce serait dommage, mais nous espérons ainsi pouvoir mieux la débusquer et l'approcher au quotidien. Nous savons tous ce qu'est l'autorité, chaque jour nous l'expérimentons. Nous sommes tous en relation avec des figures d'autorité, nous avons tous rencontré, subi et exercé de l'autorité, et cela au moins dès notre naissance. Que nous en ayons conscience ou non, nous avons tous une histoire personnelle avec l'autorité. Commençons par aborder l'autorité avec un psychanalyste. Quel est ton regard, Jean-Christophe ? Sur ce point-là, j'ai pour ma part envie de vous parler de ma pratique clinique et j'ai envie de vous présenter ma vision de l'autorité qui évolue dans une réalité psychique que l'on retrouve dans l'intimité de nos cabinets. Je vais également approcher cette notion avec quelques aspects plus techniques. Alors, comme le conçoit la psychanalyse, ce thème de l'autorité représente la morale venue des parents. Cette morale ne peut m'empêcher de vous parler d'un personnage qui évolue au plus profond de nous, dans notre inconscient. Ce personnage intérieur est une instance psychique que l'on nomme, dans notre jargon, le surmoi. Pour le décrire et le situer, je vais présenter la théorie de Charles Baudouin, qui a intégré les instances de Freud et de Jung avec ses propres travaux. Pour Baudouin, le surmoi est la 6e instance qui se forme dans la 6e année, car toutes les instances se forment à des périodes différentes de la construction psychique du nourrisson. C'est donc un des personnages parmi 7 autres qui sont une équipe que l'on pourrait nommer les 7 partenaires du moi. Ils évoluent ensemble et doivent apprendre à coexister pour que l'équilibre psychique ou la cohérence des diverses parties du psychisme soit assurée. Ces instances peuvent surprendre plusieurs d'entre vous qui ne travaillent pas forcément avec ce modèle. Dans son livre majeur de l'instinct à l'esprit, nous avons une belle figure des 7 instances, également dit septénaires. Ce schéma représente une intégration des instances freudiennes, le ça, le moi et le surmoi, les instances jungiennes, la persona, le moi, l'ombre et le soi, et l'apport de Baudouin, l'automate. Le rôle du surmoi est de résoudre le conflit opposant le moi et l'ombre ou le principe de réalité et le masque social, ce compromis entre l'individu et la société quant à ce que l'individu paraît être. Il est de ce fait un mécanisme de défense du moi. Le moi refoule l'ombre et s'allie au surmoi qui se place sous sa protection. Nous retrouvons le surmoi dans les relations humaines, mais également dans les rêves. Le surmoi est souvent basé sur l'imitation d'un individu, d'un modèle ou d'un idéal, mais pas d'un groupe. Il obéit à des ordres ou encore à des interdits. Dans ma pratique, et comme je le soulignais auparavant, on touche au surmoi. Son imagerie est bien connue. Elle est faite de tous les personnages dominants ou autoritaires, comme Moïse descendant du Sinaï avec les tables de la loi. Il n'est pas rare de voir des personnages mythologiques apparaître dans les rêves. À ce sujet, un patient m'a un jour apporté un rêve avec un personnage autoritaire. Il s'agissait de Jupiter tonnant. Nous voyons cependant des images plus contemporaines, comme un gendarme ou un juge qui interpelle le rêveur. Je pense aussi au poème La paternité de Victor Hugo, qui résonne parfaitement avec ce thème. Au-dessus de tout homme et quoi qu'on puisse faire, quelqu'un est toujours Dieu, quelqu'un est toujours Père. Nous nous rendons compte que le surmoi a un aspect social, mais s'il représente la morale venue des parents, il reste le lieu d'une valeur morale. Ce point est rassurant dans notre société d'aujourd'hui, car même à son niveau le plus infâme, l'homme est marqué par une morale et des valeurs. Nous voyons donc que le surmoi a une fonction juridique. Il ordonne et défend, menace et châtie. L'appréhender, le comprendre, le vivre et non l'intellectualiser
vous permettra de saisir ces différentes figures d'autorité que vous rencontrerez dans votre psychisme, mais aussi dans votre réalité. Après cette incursion au cœur du psychisme, allons rencontrer l'autorité au sein des entreprises. L'autorité se manifeste toujours dans des relations et au sein d'un contexte spécifique. Elle pose la question du pouvoir et de sa légitimité. L'autorité est omniprésente au sein des entreprises, là où se rencontrent, se confrontent et se transforment les attentes, les imaginations, les désirs et les peurs des individus. Le pouvoir a longtemps été conçu avant tout comme un bien que détenaient les hiérarchies, intimement lié à l'histoire personnelle des dirigeants, à leurs aspirations et à leurs ambitions. Aujourd'hui, cependant, l'autorité du pouvoir pyramidal, basée sur la domination et la discipline, apparaît de plus en plus mise au défi par une autorité de l'influence. Cette autorité émerge dans la participation, la complémentarité et les associations multiples, plus ou moins éphémères, entre les individus interdépendants qui donnent vie à l'organisation. Lorsque l'on aborde la question de l'autorité, les émotions sont toujours présentes et certaines organisations peuvent être tentées de capitaliser sur elles afin de conserver des rapports de pouvoir hiérarchiques bien établis et ainsi garder le contrôle. Ces organisations peuvent alors glisser vers une autorité basée sur la séduction et la persuasion. Cette approche, bien qu'efficace à court terme, risque cependant d'affecter et de compromettre la confiance au sein de ces organisations. Si la séduction devient le moteur de l'autorité, le discours rationnel et la pensée critique risquent de s'anesthésier peu à peu. Ce qui compte alors, c'est de faire preuve de charisme en misant sur l'admiration plutôt que sur le respect. Il s'agit de capitaliser habilement sur des peurs et des désirs de base tels que le besoin de reconnaissance et la nécessité de se sentir appartenir à un groupe. L'objectif va consister à favoriser une expérience sensorielle et émotionnelle aussi extraordinaire que possible. C'est l'émotion qui fait preuve d'autorité et qui va montrer la voie. Afin d'identifier les sources et les formes d'autorité au sein de votre organisation, il peut s'avérer utile de se demander: est-ce que l'autorité est inspirante et favorise la réflexion? Est-ce que l'autorité capitalise sur les intelligences individuelles qui constituent l'organisation? Est-ce que l'autorité est fondée sur le partage de savoir et d'expérience? Est-ce que l'autorité stimule l'éducation et la création de sens en commun? Ou est-ce que l'autorité, au-delà de l'autorité hiérarchique, est principalement basée sur la séduction et la persuasion? En reconnaissant et en nommant l'autorité telle qu'elle s'exprime au sein de votre organisation, en la mettant à jour, vous évitez qu'elle devienne diffuse et incontrôlée. Il devient possible de penser l'autorité, de la questionner et éventuellement de considérer de nouvelles façons de faire preuve d'autorité, peut-être plus adaptées à la réalité organisationnelle et sociétale actuelle. Pour continuer le partage de regards, allons rencontrer celui d'un sociologue. Sandro, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Les sciences sociales s'occupent de l'autorité de différents points de vue. Elles regardent les individus et comment ils se relatent à l'autorité, notamment dans le processus de l'éducation avec les parents, les groupes et comment les groupes créent quelque chose comme un ordre suivi par des personnes qui l'imposent et qui le donnent. Et puis évidemment le niveau structurel le plus analysé, celui où la violence de l'État, la violence d'une institution est analysée, mais aussi les règles juridiques qui forment notre société. Ce qui est intéressant, que ces trois niveaux, le niveau de l'individu, du groupe ou aussi de la société, que ces trois niveaux ont des caractéristiques assez similaires, des caractéristiques constantes.
Les constants sont typiquement le fait qu'il faut avoir une expérience positive ou négative, ça ne change pas beaucoup, mais une expérience en tout cas qui te fait comprendre que celui qui dit quelque chose, celui qui décide quelque chose, a le droit de le faire, a une autorité à le faire. Ça peut être une autorité basée sur la bienveillance de la personne, sur l'expérience qu'il fait toujours bien, celui qui décide pour le groupe, pour la société ou pour voilà, le père, pour toi. Mais aussi des expériences négatives qu'on a fait de ne pas suivre ce que l'autorité dit. Alors là, du coup, on est dans une situation de violence, une situation d'oppression, où on fait un peu ce qui est dit parce qu'on a peur. Donc c'est des émotions, de toute manière, qui sont liées à ces expériences. Il y a encore un troisième élément, Hirschman le souligne souvent avec le terme loyauté, où on accepte parce qu'on accepte, c'est-à-dire on ne réfléchit pas trop pourquoi on suit une autorité ou non. Ce troisième élément est assez important dans la société parce qu'il permet d'une certaine manière de ne pas se poser tout le temps des questions pourquoi on fait des choses, c'est-à-dire routiniser un peu la vie et dire oui voilà j'ai acheté une voiture parce que tout le monde a une voiture, sans mettre en discussion la question écologique, la question du sens, si on a vraiment besoin, etc. C'est les constants. Mais il y a aussi des choses qui ont changé dans la manière de vivre ce pouvoir qui vient d'autorité. Un élément qui est lié au changement social, qui a commencé, je dirais, avec les Lumières et qui s'est accéléré à partir des années 70, qui a fait que l'individu s'est détaché toujours plus des autorités, il les prend moins au sérieux, ou développe plutôt un criticisme à l'égard de ces autorités. Ce changement social est très important parce que ça fait glisser un tout petit peu ce système d'autorité d'une routine, expérience, à un travail de conviction de soi-même, à une réflexivité sur soi. De quelque manière, on pourrait dire tu es dans une situation dans laquelle l'autorité se détache de figure, est incorporée par toi-même, et c'est toi qui commences à te dire qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Ça rappelle un peu Kant, mais à différence de Kant, dans la société complexe d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative à ça. On est obligé de s'auto-censurer, de devenir l'autorité de soi-même. Sinon, voilà, comment expliquer qu'on s'arrête au feu rouge, comment expliquer qu'on salue les personnes, parce qu'on se dit ça se fait comme ça, il ne faut pas avoir une autorité qui te le dit. Mais la grande différence, évidemment, qu'on a avec l'autorité imposée, à ceux qui sont le logique de vivre l'autorité aujourd'hui, la grande différence réside dans le simple fait que tu dois être convaincu. Donc de plus en plus, c'est plus la violence qui te fait suivre une réalité, mais c'est l'argument, la persuasion, l'expérience que tu dois être convaincu dans ta réflexivité que ce que tu fais est juste ou pas juste. Et ça donne évidemment toute une autre manière de faire l'autorité. De nouveau, au niveau de l'individu, on parle aujourd'hui aux enfants pour leur expliquer pourquoi ils doivent faire quelque chose. C'est plus l'autorité par l'autorité. Au niveau du groupe, on discute qu'est-ce qu'on mange ce soir. C'est pas quelqu'un qui impose on mange ceci. Et au niveau de l'État, évidemment, la police explique pourquoi elle donne une amende ou non à une personne. Donc on est dans un changement assez important de ce qui est la définition de l'autorité, qui est beaucoup plus diffusée dans la société et juste à un certain point même intériorisée par des actes de autocensure. J'aimerais ajouter encore quelque chose. Ah, le téléphone sonne. Oui, il est ici. Oui, bien sûr. Messieurs, nous devons nous arrêter.